Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Jarijon, je travaille chez BPI France, je suis en charge de l'accélération intelligence artificielle et ce matin, ce n'est pas moi que vous êtes venu écouter, mais c'est Chloé. Et Chloé, je vais te laisser peut-être te présenter. Bonjour à tous, donc je suis Chloé Plédel, je travaille au Hub France IA. On est une association qui a pour vocation de fédérer l'écosystème IA en France et de favoriser l'adoption de cette technologie par le tissu économique français et européen. Et ce matin, on est venu vous parler réglementation et IA et surtout innovation. Exactement, et l'ambition c'est d'être pratico-pratique, c'est-à-dire qu'il y a plein de, j'ai envie de dire, littérature sur le sujet, mais finalement si on veut se lancer, comment opérationnellement on peut, et donc c'est le titre qu'on a choisi, comment intégrer l'IA Act dans sa stratégie d'innovation. On va expliquer tous les termes et je vous propose de commencer sans s'attendre et je crois que c'est toi qui as le clic. Exactement. Alors, la première phase de cette masterclass, elle est intitulée Qu'est-ce que l'IA et pourquoi la réglementer? Alors, l'IA, c'est une technologie, vous avez dû beaucoup en entendre parler cette dernière année. Et l'IA, au-delà d'être une technologie, c'est surtout une opportunité, notamment pour les PME et les ETI, parce qu'elle permet de grandes économies, elle permet d'accélérer son innovation, elle permet d'améliorer son service auprès de ses clients. Et pourtant, on constate en février 2024, c'est la CCI de Paris qui a constaté ça, que 5% des PME françaises utilisent de l'IA actuellement. Alors que ça permet d'accélérer ses processus de production, d'accélérer la normalisation de ses retours clients, mais aussi avec l'IA générative, notamment. Euh, Excusez-moi, je vous entends pas. Hop, je vais venir du côté. Hop, hop. donc, je disais donc que ça permet aussi d'avoir des gains sur des fonctions plus transverses avec le gain de productivité en accompagnant les tâches du quotidien comme la gestion des emails, l'automatisation des comptes rendus. Et tout ça permet de faire des économies, mais aussi d'améliorer sa façon de gérer son entreprise. Hop. Ah, et si jamais, à ce stade-là, vous vous rendez compte que c'est une opportunité que vous aimeriez saisir dans votre entreprise, on fait une petite aparté avec Pierre pour vous présenter deux dispositifs qui existent. Premièrement, le PAC IA, qui est uniquement pour les PME et ETI d'Île-de-France et qui permet d'accompagner et de financer la moitié de votre premier use case en IA. Et nous, au France IA, on opère ce dispositif. Donc vous pouvez nous contacter ou aller sur le site pacia.fr. Peut-être que je te laisse présenter ton dispositif. Alors, ce n'est pas le mien, mais également BPI France est en charge d'un dispositif également d'accompagnement qu'on appelle IA Booster, qui est en 4 étapes et qui permet de, en fait, justement, de découvrir en fait de qu'est-ce que l'intelligence artificielle a, comment je peux l'intégrer dans mon entreprise et quels moyens nécessaires pour l'intégrer dans mon entreprise. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez voir en vous rapprochant de vos chargés d'affaires BPI France. Mais également, on a aussi tout un programme accessible à tous et en ligne sur notre plateforme BPI France Université. Merci Pierre. Et donc, fort de ce constat et du fait que l'IA est une opportunité pour les PME, la question qu'on a voulu se poser après, c'est pourquoi réglementer l'IA et pourquoi réglementer l'IA alors que c'est une opportunité. Et c'est même une opportunité qui est mise en avant par la Commission européenne, puisque en 2021, au moment de la publication du projet de réglementation sur l'IA, la commissaire de l'Union européenne disait que c'était une technologie qui transformait déjà nos quotidiens et qui, utilisée à bon escient et à grande échelle, permet d'immenses avantages pour l'économie et la société. Pourtant, le projet de réglementation a été initié au niveau européen. Donc, pourquoi dans ce cas-là, on a décidé de réglementer l'IA? Tout simplement parce que c'est une technologie qui est bénéfique, mais qui présente aussi des risques. Et la multiplication des usages et la popularisation de cette technologie induit l'émergence de nouveaux risques, des risques dont vous avez sûrement déjà entendu parler, concernant les droits fondamentaux, les discriminations, la vie privée ou la démocratie. Si je prends par exemple la démocratie, ça va peut-être vous rappeler quelque chose si je vous parle du scandale avec Facebook et Cambridge Analytica, où il y avait eu des problèmes sur les élections et sur l'influence que ça avait pu avoir. Au-delà de ça, il y a aussi des discriminations qui peuvent être faites sur l'attribution des prestations sociales. Ça arrivait par exemple aux Pays-Bas,
où des femmes seules de couleur s'étaient vues refuser systématiquement l'accès aux prestations sociales car on supposait que c'était une fraude, alors que ce n'était pas forcément le cas, c'était juste un biais de l'algorithme. Donc, face à ces risques, on doit réglementer. J'ai été perturbée parce que le micro a changé. Tout d'un coup, je me suis dit, j'entends beaucoup mieux Chloé. Mais il n'y a pas que des risques. Exactement, il y a aussi beaucoup d'opportunités et on n'en parle pas assez, donc on a voulu mettre l'accent sur ce sujet-là. Cette réglementation, son but, elle a deux objectifs, on le verra après, mais l'un de ses buts principaux, c'est de faire en sorte qu'on puisse commercialiser son système d'IA plus simplement. Parce qu'au moment où le projet a été mis en place, le projet de réglementation, on voyait qu'au sein de l'Union européenne, il y avait différentes réglementations dans différents États membres qui étaient enfin en train d'être mis en place. Cela voulait dire que, par exemple, si je construisais un système d'IA et que je le mettais en vente en France, peut-être que je n'aurais pas été capable de le vendre en Allemagne ou dans un autre pays de l'Union européenne. Donc, un des buts aussi, c'est donc de favoriser l'innovation et aussi le commerce au sein du marché intérieur en faisant en sorte que chacun ait les mêmes règles. Quelque chose aussi qui n'est pas sur la slide mais qui permet de favoriser l'innovation, c'est aussi de connaître les règles du jeu avant de commencer à innover. Et ça, c'est très important. Et ça rejoint aussi l'aspect sécuritaire qui est sur cette slide. Quand on connaît les responsabilités qui vont nous être imputées, quand on connaît nos obligations, c'est déjà plus simple de se lancer dans un projet. Donc, on a vu les risques, on a vu les opportunités, mais justement, alors comment on réglemente? Eh bien, on va voir ça ensemble. J'ai envie de vous présenter la carte d'identité de ce règlement sur l'IA dont on entend beaucoup parler récemment. Donc, c'est un règlement européen. Pourquoi un règlement? Parce qu'il permet à ce que la réglementation soit appliquée de la même manière dans tous les États membres, donc pour servir l'innovation, comme on disait précédemment. Il est entré en vigueur le 1er août 2024, et donc deux objectifs, garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, mais aussi pérenniser l'innovation en protégeant nos droits fondamentaux. Alors, comment il fonctionne ce règlement? Ce règlement, il identifie des acteurs qui sont concernés par celui-ci. On va le dire tout de suite, vos utilisations personnelles de l'intelligence artificielle, vos utilisations personnelles par exemple de ChatGPT et de Copilot, dans le cadre non professionnel, ne sont pas réglementées. Vous pouvez continuer à les utiliser sans problème. Il y a plusieurs acteurs qui sont concernés par le règlement, mais avec Pierre, nous avons fait le choix d'en présenter que deux aujourd'hui, parce que c'est les deux types dont on pense que vous devez faire partie. C'est les deux types qui doivent être les plus représentés dans cette salle aujourd'hui. Et ce sont les fournisseurs d'un système d'IA et les déployeurs d'un système d'IA. Alors, quelle différence entre les deux? Les deux acteurs sont des personnes physiques ou morales, des autorités publiques, des organismes. La différence, c'est le lien qu'ils vont entretenir avec le système d'IA. Le fournisseur, ça va être celui qui fait développer ou qui développe le système d'IA et qui le met sur le marché. Le déployeur, c'est celui qui utilise le système d'IA qu'il a préalablement acheté ou eu grâce à une licence gratuite de la part d'un fournisseur. Par exemple, je t'en prie. Non, mais voilà. Alors juste, on va beaucoup parler de SIA dans les slides, donc système d'intelligence artificielle pour tout le monde. Moi, au début, j'avais un peu de mal avec l'acronyme. Et donc, on a deux exemples. Par exemple, une entreprise qui utilise une solution française qui s'appelle Dust, qui permet en fait justement de assez rapidement, dans une approche un peu low-code, de brancher ses données sur des systèmes d'intelligence artificielle générative. Ça, c'est quelqu'un qui est un déployeur, c'est-à-dire dans son activité professionnelle, il utilise une solution qu'il paye auprès de Dust. Et au contraire, Photoroom, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui produit des modèles de fondation dédiés à la photo, et qui commercialise par-dessus, ça c'est au contraire un fournisseur de systèmes d'intelligence artificielle. On espère que jusqu'ici c'est clair pour tout le monde. Mais si jamais, on a 15 minutes pour les questions à la fin, donc n'hésitez pas à nous les poser. Et donc, la deuxième question qu'il faut se poser quand on parle de l'AI Act, c'est qu'est-ce qu'un système d'IA ou SIA, comme vous l'avez précisé Pierre. Donc un système d'IA au sens de l'AI Act, c'est donc un système automatisé conçu pour fonctionner à différents niveaux d'autonomie. On peut peut-être passer toutes les précisions techniques, c'est plutôt... On laisse prendre des photos pour ceux qui veulent prendre des photos, mais l'idée c'est vraiment que vous compreniez que c'est quelque chose c'est une machine. Exactement.
Et il y a deux types de systèmes d'IA. Il y a ceux qui fonctionnent plutôt par apprentissage et ceux qu'on dit symboliques. Exemple d'un système d'IA qui fonctionne par apprentissage, le système de recommandation sur Amazon, par exemple, qui a regardé vos précédents achats et vous dit ceci pourrait vous plaire. Ça, c'est un système par apprentissage. Et il y a aussi les systèmes donc, symboliques qui fonctionnent à base de règles, où ça va être si telle condition, alors il faudra faire ceci en sortie. C'est ce qu'on appelait historiquement les systèmes experts. Exactement. Voilà. Et donc, si on prend encore une fois un exemple d'utilisation de ces systèmes d'IA dans les PME, ça peut être de l'automatisation du traitement des appels, l'normalisation des retours clients avec Dust, par exemple, comme tu disais, la prédiction des pannes. Voilà. Exactement. Donc oui, là, l'idée, c'est vraiment qu'on comprenne que, quel que soit, j'ai envie de dire, le niveau de expertise, complexité d'un système d'IA, ça reste un système d'IA, qui soit extrêmement simple et limite transparent, ou qui soit extrêmement complexe et nécessitant beaucoup d'expertise. Tout ça, c'est de l'IA. Exactement. Et la deuxième technologie qui est réglementée dans ce AI Act, ce règlement sur l'IA, ce sont les modèles d'IA à usage général. Alors là, je vais peut-être vous perdre un peu, mais vous allez comprendre, en fait, en réalité, vous connaissez ce que c'est. Ces modèles, ce sont les grands modèles dont on a parlé beaucoup récemment, qui utilisent énormément de données et qui ont la capacité de faire beaucoup de tâches différentes. Si je vous dis la capacité de vous faire un compte-rendu, résumer votre email, mais aussi de générer un tableau Excel, c'est des fonctions dont vous avez sûrement déjà entendu parler parce que ce sont principalement les modèles d'IA générative qui sont régulés sous ces modèles d'IA à usage général. Et donc, ces modèles sont des briques sur lesquelles on met une interface, par exemple ChatGPT. ChatGPT, la brique c'est GPT, c'est le modèle d'IA, et par-dessus, ils ont mis une interface de chat, et on a obtenu ChatGPT. Donc, ce sont les deux types de technologies qui sont réglementées dans l'AI Act. Et comment elles sont réglementées ? Elles le sont par ce qu'on appelle une approche par niveau de risque, qui est une approche qui est commune maintenant dans tous les textes de l'Union européenne, et donc qui classe les systèmes d'intelligence artificielle, surtout les classiques, les modèles d'IA à usage général, c'est un peu plus spécifique, mais on s'est dit qu'on allait rester simple aujourd'hui. Mais on a 4 niveaux de risque. Premier niveau de risque, c'est inacceptable. C'est ce qu'on ne veut pas voir, c'est par exemple le social scoring qu'on connaît en Chine. C'est par exemple la reconnaissance faciale dans les lieux publics. Il y a une exception sur ça, mais on n'en parlera pas. La manipulation des émotions, ce type de système. Eux, ils présentent un risque inacceptable, donc ils sont interdits. Ensuite, on a une catégorie dont on a beaucoup entendu parler, qui est la catégorie à haut risque, ou risque élevé, qui sont les systèmes d'IA qui ont une forte probabilité d'influer sur nos droits fondamentaux, sur la démocratie, sur l'environnement. C'est par exemple un système d'IA qui va décider, enfin qui va conseiller, parce qu'un système d'IA ne décide jamais, il conseille, sur le recrutement, sur votre accès à une formation, sur vos droits par exemple aux prestations sociales, sur une décision d'immigration, si vous avez un visa ou si vous n'avez pas de visa. Donc, ces systèmes sont à haut risque. Et après, il y a d'autres systèmes, ceux pour lesquels on demande de la transparence. C'est par exemple les chatbots, la reconnaissance des émotions. Eux ont des obligations qui leur sont propres, principalement de transparence. Et enfin, il y a les autres systèmes d'IA qui existent, mais qui ne présentent pas de risque, ou du moins un risque minimal, et qui, eux, sont autorisés sans restriction. Par exemple, les IA dans les jeux vidéo. Normalement, pour l'instant, elles ne peuvent pas vous faire de mal. On a eu ce débat. Très bien. Alors justement, là on a été assez théorique, on a donné un peu les éléments, mais finalement on n'a pas commencé à apporter des solutions ou des outils pour avancer dans sa réflexion. Donc justement, maintenant qu'on a à peu près compris ce que c'était que ces différents systèmes d'intelligence artificielle, comment moi, dans mon activité professionnelle, je peux voir comment intégrer ces systèmes? Alors, on avait besoin de poser ce cadre théorique, mais maintenant parlons pratique. Alors, pour intégrer l'IA et sa mise en conformité dans sa stratégie d'innovation, la première chose à faire, c'est se poser les bonnes questions. Déjà, quels sont mes besoins ? Et en fonction de ces besoins, ai-je réellement besoin d'un système d'IA ou non ? Il est possible que juste un programme informatique suffise et que je n'ai pas besoin d'implémenter un système d'intelligence artificielle.
Une fois passée cette question, il faut se poser la question de la technologie la plus adaptée pour y répondre. Est-ce que j'ai besoin d'une IA générative ou est-ce que j'ai besoin d'un système prédictif ou est-ce que j'ai besoin d'un autre système? Oui, parce qu'on n'en a pas parlé et c'est la suite, mais tous ces systèmes d'IA n'ont pas le même coût et n'ont pas le même intérêt en fonction de, comme tu vas le dire, j'imagine, son budget. Exactement. Ils n'ont pas le même coût, ils n'ont pas le même intérêt, mais aussi ils ne servent pas à faire les mêmes choses. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment identifier ses besoins avant de se lancer dans cette aventure de l'intelligence artificielle. Et il faut aussi identifier son budget. Parce que mettre en place un système d'IA, en fonction du nombre de cas d'usage auxquels il va devoir répondre, ça peut vite coûter très cher. Par exemple, si vous avez une petite enveloppe, un exemple, dans le cadre du pack IA dont on vous parlait un peu plus tôt, le premier use case, il ne doit pas dépasser 36 000 € pour être financé. Donc avec 36 000 € on peut avoir un premier cas d'usage, mais qui devra d'ailleurs, après être affiné, être déployé un peu plus peut-être dans l'entreprise, servir à d'autres utilisations. Donc c'est un budget, l'intelligence artificielle. Il y a un ticket d'entrée qui est quand même pas ridicule. C'est pour ça qu'il faut bien cadrer son besoin avant de se lancer. Parce qu'on ne veut pas se tromper sur des montants qui peuvent être vite assez élevés. Mais une fois qu'on a pris la décision de se lancer dans l'IA, maintenant il y a la réglementation sur l'intelligence artificielle et il faut s'en occuper, il faut s'en préoccuper du moins. Alors avec Pierre, on a identifié ce qu'on appelle le plan identifier et agir. Et il se présente en 4 actions, on va dire. La timeline que vous voyez, c'est août 2024, donc c'est l'entrée en vigueur du règlement. Août 2030, c'est son entière mise en application. Et donc, sur cette période-là, et même après, il va falloir commencer à agir. La première chose à faire, c'est mener des actions de formation et de sensibilisation auprès de vos employés. Parce que dans le cadre de l'AI Act, en tant qu'employeur qui met à disposition de ses salariés une solution d'intelligence artificielle, vous êtes obligé de faire en sorte qu'ils aient une formation et qu'ils aient les compétences nécessaires pour comprendre ce qu'ils font. Donc c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, et qui doit être faite tout au long du cycle de vie du système, donc ça doit commencer dès maintenant, mais ça doit continuer jusqu'à temps que vous arrêtiez d'utiliser les systèmes d'IA, c'est documenter votre mise en conformité. Tout au long de votre système, de la vie de votre système, vous allez avoir besoin de garder des documents. Tout ce que vous pouvez documenter, documentez-le et faites-le dès le début parce que c'est pas quand vous allez arriver à la fin, à la mise en production de votre modèle, que vous allez vouloir vous rappeler et constituer tous les documents de comment vous avez fait l'idéation, quelles données vous avez utilisées. Ça, c'est des notes qu'il faut prendre tout le temps. Et donc, à partir d'aujourd'hui, ce que vous devez faire, c'est identifier. Qu'est-ce que vous devez identifier? Vous devez cartographier vos systèmes d'IA que vous utilisez dans vos entreprises. Donc là, on est plutôt dans j'ai démarré, mais j'aurais dû le faire avant, mais on n'est pas trop tard. Donc tout de suite, mettez-y vous. Exactement. Et vous devez aussi cartographier vos... Alors, j'ai écrit GPAIM pour gagner de la place. C'est les modèles d'IA à usage général. C'est l'acronyme utilisé en anglais, qui est celui qui est beaucoup utilisé sur les Internet. Les GPT, les Mistral, les Lama, tout ça. Exactement. Et après, vous devez, en fonction de cette cartographie, déterminer votre rôle dans l'utilisation de ces systèmes ou dans leur mise sur le marché. C'est donc à ce moment-là que vous devez voir si vous êtes un déployeur ou un fournisseur. En fonction de votre réponse à cette question, vous devez agir. J'ai un clicker. Qu'est-ce que c'est agir? Agir, c'est qualifier le niveau de risque de votre système et de vos modèles dans votre organisation. Si besoin, vous pouvez vous faire aider. Il y a maintenant de nombreuses entreprises qui proposent ces services pour vous aider à qualifier votre niveau de risque, parce que ça peut être un peu compliqué. On vous recommande justement de vous entourer d'experts externes pour vous accompagner et répondre à vos questions. Et vous devez, en fonction de la réponse à la question déployeur ou fournisseur, commencer à dresser la liste des obligations qui vont vous être applicables. Donc ça, mais sur la partie agir, si vous n'avez pas de service juridique, etc., faites-vous accompagner. C'est plutôt le conseil qu'on peut vous donner avec Pierre. Et j'ai oublié si on en parle un peu après, mais les obligations entre un déployeur et un fournisseur sont assez différentes. Et elles sont plus importantes, et ça paraît logique, sur un fournisseur que sur un déployeur. Oui. Donc, être accompagné et peut-être commencer par être déployeur avant d'être fournisseur.
Oui, exactement. Quand on est fournisseur, on a des obligations qui sont beaucoup plus lourdes, notamment sur la documentation technique, les données, la propriété intellectuelle, tous ces sujets qui peuvent être un peu compliqués à gérer pour un premier projet d'IA. Si c'est votre premier projet, vaut mieux être déployeur que être fournisseur. Ce sera beaucoup plus simple pour faire son premier bain dans l'intelligence artificielle. Alors, pour opérationnaliser un petit peu tout ça et vous montrer ce que ça donne dans la vraie vie d'un projet d'IA, il y a plusieurs étapes dans un projet d'IA. Il y a d'abord l'analyse des besoins. C'est ce qu'on a vu ensemble en se posant les 3 questions dont on a parlé précédemment. Ensuite, il y a la phase objectif métier, la phase gouvernance des données, la modélisation, la partie IT et la partie déploiement auprès du métier. Et au cours de ces phases, si vous avez déjà déployé un modèle d'IA ou un système informatique, vous êtes sûrement familier avec ce process. Au début, vous allez analyser les besoins métiers, définir ces besoins. Gouvernance des données, vous allez collecter les données, les mettre en traitement, faire le feature engineering. Après, vous allez modéliser votre modèle, ensuite le déployer et ensuite le transférer au métier. Et tout au long de ce processus, vous allez devoir mettre en place votre gouvernance et votre conformité pour les AI Act. Et donc, on vous a proposé une liste d'outils qui peut vous aider. Alors, ne prenez pas de photos tout de suite parce qu'il va y avoir des colonnes qui s'affichent les unes après les autres. Donc, attendez et on laissera un peu de temps pour la dernière colonne. Alors, quand vous êtes à la phase objectif métier, ce que vous pouvez faire pour favoriser votre mise en conformité et pour l'anticiper, vous pouvez commencer à utiliser des matrices de risque, donc pour identifier ici l'usage que vos métiers désirent pourrait être à haut risque ou pas. Vous pouvez aussi commencer à identifier la liste des rôles et responsabilités de chacun dans l'organisation et mettre en place ou utiliser, parce que maintenant il y en a à disposition, des grilles d'évaluation du modèle. Au cours de la gouvernance des données, on va vous encourager à écrire ou à implémenter des guides de bonnes pratiques sur la gestion des données, faire aussi des templates d'accès aux données, parce que si vous faites votre template maintenant, il pourrait être réutilisé indéfiniment. Et aussi faire une checklist de la collecte des données. C'est très important, notamment quand on gère des données qui sont soumises au RGPD. Exactement. De pouvoir garder une traçabilité de ces process. Voilà, on ne va pas parler aujourd'hui des autres réglementations qui existent, mais il y a des réglementations qui encadrent l'utilisation de la donnée en Europe. Elles continuent à s'appliquer et au contraire, même les efforts qu'on a faits pour contrôler et maîtriser nos données vont pouvoir être beaucoup plus utiles puisqu'ils vont permettre de plus rapidement pouvoir les exploiter dans nos systèmes d'IA. Exactement, on va pouvoir réutiliser des bonnes pratiques, des bonnes habitudes qu'on a mis en place déjà pour la mise en conformité avec le RGPD, le Règlement général sur la protection des données. Au cours de la modélisation, comme je vous le disais tout à l'heure, il va falloir documenter tout votre processus, commencer l'évaluation des biais de votre modèle, vérifier si vous voyez qu'il y a des tendances à la discrimination, s'il fait toujours les mêmes décisions, qu'il cible une population. Il va falloir être très attentif à ça dès cette phase. Et il va falloir, pour vous aider, utiliser des standards, par exemple, de modélisation. Je vous parlerai un petit peu plus tard des standards et de leur utilité pour mettre dans votre boîte à outils. Et ensuite, on passe à la phase IT. Donc là, on utilise plutôt les standards de déploiement, les templates, toujours, pour la documentation, et les standards de maintenance. Et enfin, sur la phase métier, ce qu'on vous recommande, c'est de faire une documentation continue, un monitoring du modèle, et toujours former votre personnel. Voilà, tout à fait, parce que justement, qui est le mieux placé pour pouvoir détecter aussi qu'un modèle commence à dévier? Ce sont ses utilisateurs, donc c'est extrêmement important qu'à la fois ils sont formés et qu'à la fois ils puissent remonter ces éléments et ces informations. Exactement. Est-ce que tout le monde a pu prendre sa photo? C'est bon? C'est bon. Génial. Alors avec Pierre, on arrive à la fin de cette présentation. On vous a montré comment des exemples pour mettre en place la conformité dans votre processus d'innovation. Et avec Pierre, on vous a constitué une petite aussi boîte à outils de ressources que vous pourrez consulter après cette présentation si vous avez besoin. La première ressource dont j'aimerais vous parler, c'est celle de la normalisation. C'est-à-dire qu'il va être mis en place des standards justement pour se mettre en conformité avec le RIA, les Act. Et ils sont en cours d'élaboration, ils seront disponibles courant 2025. Et ce qu'on vous recommande vraiment, c'est de vous intéresser à ces standards qui permettent de décrypter de manière technique comment répondre à des obligations légales.
Et au sein du règlement sur l'intelligence artificielle, il y a une présomption de conformité avec le règlement dès lors que vous avez implémenté les standards. Donc c'est une façon plus opérationnelle en fait de comprendre ce texte, c'est de s'intéresser aux standards. En France, vous pourrez les trouver en français auprès de l'AFNOR. Et après, au niveau européen, c'est des institutions, l'ISO, le JTC. Mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt en France, parce qu'en plus, vous pouvez leur poser des questions et ils font beaucoup de travail. Et en français. Ça, c'est important. La deuxième ressource, je vais te laisser la présenter. Oui, donc BPI France propose via son site BPI France Université énormément de contenu, pas que sur l'intelligence artificielle, mais également sur l'intelligence artificielle et orienté entrepreneuriat et entreprise. Donc c'est intéressant aussi, je pense, d'aller voir ces ressources. Il y a énormément de choses. La semaine dernière, quand je suis allé vérifier, on en avait 25. Mais ça a pu bouger depuis. Donc je vous invite à aller regarder. Il suffit de se créer un compte, c'est gratuit. Mais il faut quand même se créer un compte. Voilà. Donc ça, c'est des ressources plutôt généralistes et orientées métier. Mais il y a également des ressources plus techniques, je crois. Des ressources plus techniques qui sont celles qu'on produit au Web France IA et qui ont servi de base aussi pour cette présentation. Au Web France IA, on est comme BPI France, on a volonté d'éduquer et de fournir des contenus. Et tous nos contenus sont gratuits aussi et accessibles librement sur nos sites internet. Et on a par exemple écrit un guide pour vous aider à choisir votre modèle d'IA générative. On a écrit aussi un guide sur l'opérationnalisation de la gestion des risques liés à l'intelligence artificielle. Et récemment, on a lancé un groupe de travail et on publie tous les mois des feuillets opérationnels justement pour décrypter les AI Act. Vous pourrez ainsi trouver un calendrier avec tous les jalons de la mise en application du texte. Et vous pourrez aussi trouver les explications techniques et notre analyse des définitions du texte. Parce qu'on a fait un constat avec nos équipes, c'est que les AI Act, ils parlent aux juristes. Mais les personnes qui vont devoir mettre en place cette réglementation, ce ne sont pas des juristes. Donc on a pris le parti de rendre opérationnel ce texte, de l'expliquer, et on va faire ça jusqu'à fin 2025, je pense. Donc on vous invite à consulter ces ressources qui, comme je disais, sont gratuites, et en espérant que vous les trouviez utiles. Tout à fait. Gros travail de simplification et de vulgarisation. Il y a encore d'autres sources et encore gratuites, si je puis dire. C'est celle de la CNIL? Oui, c'est celle de la CNIL. Donc, comme on vous le disait, il y a aussi le règlement général sur la protection des données qui va s'appliquer au système d'IA dès lors qu'il traite des données personnelles. Et la CNIL est en train de publier des séries de fiches pratiques sur l'IA pour aider à comprendre comment articuler le RGPD avec son système d'IA et comment rester en conformité tout au long du process. C'est un processus itératif que met en place la CNIL. À chaque publication d'un set de feuillets, elle ouvre une consultation pour avoir les retours de chacun dessus. Donc c'est des fiches qui ne sont pas créées de manière isolée par la CNIL, mais qui bénéficient de vrais retours de professionnels. Et on vous invite à consulter ces ressources qui sont de grande qualité. Parfait. Merci beaucoup, Chloé. On est à la fin de cette présentation. Et ce qu'on vous propose, c'est de prendre des questions si vous en aviez. Moi, j'ai une petite question par rapport aux données dans les entreprises qu'on upload, notamment sur ChatGPT ou autres. Au niveau de la protection des données, comment ces systèmes d'IA utilisent les informations qu'on upload, que ce soit des documents ou autres, sur notamment ChatGPT ou d'autres intelligences artificielles? Alors, c'est une excellente question. Et c'est aussi une question qui est à l'origine de l'obligation de formation des employés. Au début de ChatGPT, si vous en avez entendu parler, il y a eu des scandales, notamment chez Samsung, d'employés qui uploadaient des données confidentielles ou des données protégées par le secret des affaires dans ChatGPT. En théorie, ils ne sont pas censés réutiliser les données. Cependant, il a été vu et remarqué qu'il s'entraîne en fait en permanence sur les données qu'il reçoit et donc que ces données sont réutilisées. Et c'est pour ça qu'une des bonnes pratiques quand on utilise ces modèles d'IA, c'est de jamais mettre des données confidentielles, jamais mettre des données trop personnelles. Il faut vraiment faire attention avec l'utilisation de ces modèles. C'est pareil sur l'utilisation du RGPD, etc. Techniquement, ils sont conformes. Dans la réalité, il ne faut pas oublier que côté américain, il y a le Patriot Act et le Cloud Act qui fait que les données sont toujours rapatriées aux États-Unis.
Et donc en complément, d'une façon générale, voir le contrat qu'on a avec l'entreprise qui fournit le service. Et dans le cas de ChatGPT, surtout sur la partie gratuite, oui, il y a peu de sécurité pour l'utilisateur. C'est différent sur les contrats professionnels, notamment Exactement. par exemple Copilot avec Voilà. Microsoft. Une question à droite. Oui, sur ce sujet, dans mon entreprise, on est en train de déployer sur quelques pilotes, enfin, MS Copilot 365. Donc il y a du LLM avec du RAG sur des données professionnelles, hein, individuelles ou d'équipe. Est-ce qu'on peut, et donc c'est privé, en tout cas c'est ce qui est contractualisé avec Microsoft. Est-ce qu'on peut avoir confiance ou il faut se dire que malgré tout il y a des backdoors US qui font qu'on n'est pas en fait, on est sûr de rien? Alors, je vais répondre à la question, mais en fait, avant de répondre à la question, je vais dire que vous aviez déjà le problème avant d'utiliser cet outil. Puisque pour pouvoir utiliser cet outil, j'imagine que vous utilisez la suite Office dans le cloud. Et donc, vous avez déjà vos données qui sont dans les clouds Azure de Microsoft, dans le cas que vous citez, mais c'est valable avec les autres GAFAM, donc c'est pas pro ou anti-Microsoft. Donc, vous aviez déjà le sujet. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le contrat qui encadrait la sécurité de mes données déjà en tant que SharePoint, Outlook et tout ça, j'ai confiance en mon fournisseur Microsoft ou pas? Finalement, ça reste cette question-là. De ce que j'en sais, l'encadrement contractuel proposé par Microsoft pour M365 Copilot précise que oui, que non, il n'accède pas et que vos données sont sécurisées. Mais voilà, après, c'est est-ce que je crois le contrat que j'ai? C'est vraiment ça le sujet. Je vais demander de l'aide du public pour passer le micro au milieu. Une question par rapport au contenu, au support que vous proposez. Est-ce qu'on peut y trouver sur Hub France ou sur BPI des guides ou des recommandations sur des chartes ou des conditions générales que l'on doit proposer à nos clients quand il s'agit de traiter les données du client qu'il nous met à disposition? Et lui, en général, le client, il n'est pas trop, je travaille avec des PME, pas trop sensibilisé à tout ça. On est extrêmement vigilant à ce que l'on fait avec les données de nos clients, bien sûr. On l'écrit dans nos conditions générales. Et dès lors que l'on commence à intégrer des process d'IA, est-ce que ça nécessite effectivement de réécrire nos conditions ou de formuler, d'intégrer dans nos contrats Vous avez Vous avez une obligation d'information quand même pour vos clients. Ils doivent savoir que vous utilisez l'intelligence artificielle. C'est toujours mieux. Après, sur le traitement des données, moi, je vous dirais plutôt de consulter la CNIL parce qu'ils mettent à disposition de nombreux templates. Et je pense que dans le futur, ils mettront aussi à disposition un template concernant l'utilisation dans le cadre des systèmes d'IA. Et côté BPI France, non, on n'a pas ce genre de contenu, mais je rejoins Chloé. C'est quand même l'autorité qui gère les questions relatives aux données, donc vaut mieux se tourner vers la CNIL en général. Oui, bonjour. Moi, j'aimerais juste apporter une précision par rapport à la réponse qui était quand même assez complète sur ChatGPT. ChatGPT et autres fournisseurs d'IA générative, ils permettent, à ma connaissance, de choisir si l'on souhaite que nos données soient conservées et si l'on souhaite que ces données soient utilisées pour un réentraînement du modèle. Donc il suffit d'aller sur les paramètres et désactiver cela pour en être sûr. Et après, est-ce qu'on fait confiance, bien sûr, aux fournisseurs ou pas? Moi, ma question, elle est pour vous sur... je suis data scientist, je travaille sur des sujets d'IA générative. Vous l'avez très bien dit, l'AI Act, il parle plus à des juristes. À quel point le travail de vulgarisation que vous avez fait se représente en directive pour des personnes qui sont plutôt d'aspect de profil technique comme moi? Alors, c'est un travail qui est en cours. On en est pourtant, pour l'instant, à la phase de définition. Mais on a justement une réunion hier sur ce sujet. Et notre but, c'est que le travail qu'on fait, on le fait en partenariat avec des data scientists, justement. Donc, notre but, c'est vraiment que ça soit compréhensible par les métiers qui vont devoir implémenter ces obligations. Donc, normalement, ça devrait vous parler aussi. Et merci pour la précision, c'est une très bonne précision. Et d'ailleurs, cette feature a été ajoutée après la sortie de ChatGPT, après qu'il y ait notamment la CNIL italienne qui s'était un peu révoltée. Tout à fait. Et petite précision, on n'a peut-être pas assez expliqué ce qu'est cette association Hub France IA. Elle regroupe les acteurs français qui justement produisent de l'intelligence artificielle et donc qui ont bien sûr dans leurs employés des data scientists. Et donc, bien évidemment, ils poussent les sujets qui les intéressent. Exactement, on regroupe les grandes entreprises, on regroupe des startups, des écoles,
Donc on essaye de faire en sorte que ça parle à tout le monde. Et surtout, ce qui est important, c'est que les livrables que vous voyez, ils sont produits par nos membres. Donc ils sont produits par les métiers et nous, on est juste là pour les aider, faire en sorte qu'ils se parlent ensemble, pour leur proposer un accompagnement, mais c'est produit par des personnes qui sont de la tech, des personnes qui sont expertes. Pour faire simple, il y a régulièrement des communications qui partent du Hub France IA où on cherche à monter un groupe de travail sur telle thématique qui est intéressé. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout en haut. Hop, est-ce que vous pouvez passer le micro? Comment voyez-vous l'IA Act évoluer dans les 10 prochaines années? Vous m'entendez? Oui, oui. Ok. Oui, je trouvais que la question était marrante parce qu'elle est rarement posée. Je pense que c'est un texte, déjà, il faut savoir qu'il n'est pas complet à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de choses qui vont être précisées dans les 6 mois, 1 an qui vont arriver, notamment les standards, les obligations qui vont être applicables au modèle d'IA à usage général. Donc c'est un texte, peut-être que le texte lui-même ne va pas évoluer, mais ce qui va l'entourer, aider sa gouvernance, va beaucoup évoluer. Et il faut savoir aussi qu'au sein de l'AI Act, il y a des dispositions qui permettent de mettre facilement à jour le texte, notamment au cas où on se rende compte qu'il y a des utilisations qui ne sont pas mises à haut risque ou qui ne sont pas interdites, mais qui devraient l'être. Et donc je pense que c'est un texte qui va évoluer et qui va nécessairement devoir évoluer pour s'articuler avec tous les autres textes qui sont en train d'arriver. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi des textes qui arrivent sur les régimes de responsabilité applicables à l'intelligence artificielle, que ce soit pour faute ou sans faute s'il y a des juristes dans la salle. Donc c'est un texte qui va évoluer, ou du moins dont la gouvernance va évoluer. D'autres questions? Alors je vérifie si sur le chat on en a eu. Aucun message. Donc, merci à tous. Chloé, peut-être en conclusion, si on devait se souvenir de 3 choses pour se lancer, je pense qu'on les a dit, donc on va faire un peu de redite, mais ce serait quoi les 3 choses à retenir absolument? Pour la conformité ou pour se lancer dans l'IA? Pour se lancer. Pour se lancer. Est-ce que j'ai besoin d'IA? Oui, non. Si oui, je me lance, mais je forme mes employés et je documente. Parfait. Mais merci à tous. Bonne journée à Big. Très bon salon à tous.